Cette petite île en surface un gros caillou. Sous l'eau, un paradis pour les plongeurs. Notre voyage de 20 000 lieues sous les mers s'achève dans le Pacifique, au large de l'Amérique centrale, dans l'île de Coco, dernière étape des secrets du royaume des mers. Mais on ne referme pas un livre de voyage sans feuilleter tous ensemble l'album de photos. À la fin de ce film, nous accompagnerons les cinéastes qui ont rapporté ces images. Nous sillonnerons les mers du globe et nous plongerons à leur côté, caméra au point, pour comprendre comment ces films ont pu être tournés. La Isla del Coco, un îlot inhabité perdu dans le Pacifique à 500 km du Costa Rica. Les pirates s'y réfugiaient au siècle passé et selon la légende, ils y auraient enfoui un fabuleux butin. Même si on n'y a jamais trouvé la moindre pièce d'or, l'île de Coco mérite sa réputation d'île au trésor. Les merveilles qu'elle abrite ne sont pas enterrées au cœur de l'île, mais éparpillées tout autour. Comme piégés dans une lanterne magique, des dizaines de bancs scintillants gravitent autour de l'île. Bonite à ventre rayé, jacks, albacores, ces poissons sont tous des prédateurs pour les poissons plus petits. Et des proies pour les seigneurs de ces lieux, les requins-marteaux qui défilent par milliers, formant comme un anneau de Saturne autour de la petite île. Pourquoi de tels rassemblements? Mystère. Parfois, l'un des requins se détache et s'approche des récifs. Il a rendez-vous avec ses petits poissons, des poissons papillons. Les poissons papillons sont des spécialistes du nettoyage. Parmi leurs clients, les requins-marteaux ont toujours la priorité. Quand un requin nage lentement le long des récifs, les poissons papillons ne s'y trompent pas. Ils sont autorisés à s'approcher pour le débarrasser de ses parasites et de ses peaux mortes. En échange de ce service qui leur fournit de la nourriture, le requin s'abstient de les croquer. Sans être spécialistes comme les poissons papillons, les poissons demoiselles se joignent de temps à autre aux opérations de nettoyage. Celui-ci est bien téméraire. Heureusement pour lui, entre le requin et ses nettoyeurs, la trêve est sacrée. D'autres poissons font régulièrement appel aux bons soins des barbiers, comme ces carangues arc-en-ciel. Pour faire savoir qu'ils sont prêts à passer à la toilette, ils pointent leur tête vers le haut, gueule ouverte. L'île de Coco est baignée par des courants glacés venus des profondeurs de l'océan et d'une grande richesse en plancton, premier maillon de la chaîne alimentaire et condition d'une faune sous-marine abondante.
Ces courants se cognent contre l'île et remontent le long des récifs. Les eaux sont souvent brouillées près de la surface, là où le courant froid se mélange à l'eau chauffée par le soleil tropical. Il y a des poissons qui ne s'arrêtent jamais, pour lesquels le salut est dans la fuite. Et puis, il y a ceux qui ont choisi la stratégie inverse, l'immobilité et le camouflage pour ne pas se faire repérer. C'est le cas de ce couple de crapauds de mer. Voici Madame. Son corps est gonflé par les œufs qu'elle s'apprête à pondre. Le petit à gauche, c'est le mâle. Ayant choisi de se déguiser en éponge, il faut bien se comporter comme des éponges pour ne pas se trahir. Quand ils se déplacent, ce qui est rare, ils le font très lentement, appuyés sur leurs nageoires en forme de pattes. Pas de danse nuptiale flamboyante chez les poissons crapauds. Il faut rester discret. Un grognement par-ci, un trémoussement par-là. Le mâle ne peut se permettre d'en faire plus pour séduire. Elle est conquise, mais elle attendra l'obscurité protectrice de la nuit pour libérer ses œufs. Bien protégées par leur carapace, les langoustes ne prennent pas tant de précautions et se déplacent à découvert quand elles ont faim. Et elles semblent avoir faim tout le temps, ratissant inlassablement les récifs à la recherche de proies. Les langoustes sont très nombreuses autour de l'île, formant même par endroits de petits bataillons. Mais quand il s'agit de nourriture, c'est chacun pour soi. Toute proie attrapée est emportée dans un terrier pour être dévorée tranquillement. Celle-ci s'est emparée d'une étoile de mer coussin. Ça a la consistance d'une vieille semelle, mais c'est nourrissant. Et les langoustes ne sont pas très regardantes côté gastronomie. Quoique, certaines apprécient les mets délicats. Mais pour savourer le cœur d'un oursin, il faut d'abord se débarrasser de toutes ces épines venimeuses. Quand on a plusieurs pattes, c'est facile de casser ces épines une à une, à condition d'avoir aussi un peu de patience. Au pied des récifs s'étend une vaste plaine de sable. Et qui dit désert, dit serpent. Mais ce serpent n'en est pas un. C'est un poisson habillé en serpent. Un poisson-serpent. Et rien de moins désert que ce désert. Toute une population y vit cachée dans le sable. Petits poissons, vers, crustacés. Autant de proies pour le poisson-serpent. Il lui suffit de fouiller le sol avec méthode. Et en cas de danger, le sol sablonneux offre un merveilleux refuge où l'on se glisse sans peine en marche arrière. Ces petits poissons à la mine courroucée sont des blénitubes. Ils ont investi un petit rocher qu'ils se partagent avec mauvaise grâce.
Dans ce mini-lotissement, les locataires ne sont jamais satisfaits de leur logis. C'est à qui piquera celui du voisin le premier. Ils se querellent sans arrêt et déménagent toutes les 2 minutes. Toute cette agitation devrait attirer l'attention des prédateurs. Mais ils sont peu nombreux à se donner le mal de croquer des proies à peine plus grosses qu'un bouchon de stylo. Il existe plusieurs espèces de blénitubes. Chacune vit dans son quartier. Celui-ci, un blénitube à voile, est un privilégié. Il a déniché une résidence au calme, sans voisins agités. Il préfère l'amour à la guerre, et quand il s'agite, c'est pour inviter les femelles des environs à venir le rejoindre. Notre gentil Bléni se dépense sans résultat. Pas faute de public pourtant. 2 femelles habitent juste en face. Mais elles sont trop occupées à se chamailler pour s'intéresser à lui. Elles blêmissent de colère. C'est le cas de le dire. Leurs yeux de rouge deviennent blancs. Il va y avoir de la bagarre. Ces altercations sont fréquentes mais sans conséquence. Le but est d'intimider l'adversaire, pas de le blesser. Ces blénis acariâtres sont des exceptions. La plupart des autres poissons cohabitent paisiblement, chacun vaquant à ses occupations. Ce rouget utilise pour chasser une méthode originale. Il enfonce sa gueule dans le sol et débusque ses proies, vers ou petits crabes, grâce à ses barbillons qui lui servent d'antenne. À l'étage au-dessus, un Bernard l'ermite est occupé à arracher pour les manger de minuscules fragments d'algues. Les Bernard l'ermite habitent des coquilles abandonnées par d'autres animaux. Mais en vieillissant, ils grossissent et ils doivent partir à la recherche d'un domicile plus spacieux et plus confortable. Cette coquille ferait très bien l'affaire. Malheureusement, elle est déjà occupée et le propriétaire n'a pas l'air d'accord pour la céder. Ah, une autre, qui mérite un détour. Déménager ne se décide pas à la légère. On doit soumettre le futur logement à une inspection minutieuse. Dimension, poids, solidité, cette coquille réunit les qualités nécessaires. Le déménagement ne demande alors qu'une pirouette. Un trou dans le sable, une coquille, une cavité dans un rocher, tout peut servir de maison. Mais certains poissons de pleine eau n'ont que faire de ces abris. Eux vivent loin du fond, dans les grands espaces bleutés où ils peuvent se rassembler par milliers.
Les bancs de jacks se forment et se déforment comme des nuages, des tourbillons. Près de la surface, les poissons de récif se regroupent en essaims plus petits. Ils couvrent le corail d'un patchwork aux vives couleurs. Ici, des éclats jaunes et argentés, un banc de grogneurs. Là, une tache rouge, une troupe de poissons-soldats. Plus loin, un troupeau de poissons chirurgiens broute les algues de son pâturage corallien. La ronde continue des requins-marteaux dans le ciel liquide n'effraie pas le petit peuple des récifs. Ces requins s'attaquent rarement aux poissons de récif. Ils chassent en eau profonde et seulement la nuit. Dans la plaine, au pied des récifs, se tient aujourd'hui un autre rassemblement, celui des raies pastenagues. Toutes des mâles sauf une, la plus grande, la plus dodue. Elle est irrésistible et les prétendants s'agglutinent autour d'elle. Finalement, lassée par tant d'attention, elle décide de fausser compagnie à ses admirateurs. Mais les plus assidus ne se découragent pas facilement. Et la voilà bientôt à la tête d'une caravane. En fin d'après-midi, les requins de récif à pointe blanche aiment se reposer sous l'auvent d'un surplomb.
Les pointes blanches n'ont pas besoin de nager en permanence pour pouvoir respirer. Ils peuvent sans problème pomper l'air nécessaire à travers leurs branchies. Pendant leur sieste, les pointes blanches se débrouillent pour joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est ce minuscule poisson, un goby nettoyeur. Les pointes blanches choisissent toujours de s'arrêter à un endroit où ces nettoyeurs abondent. Les requins supportent avec plus ou moins de patience les chatouillements causés par ce nettoyage de peau, mais ils ne font jamais de mal aux gobies. Parfois, les requins invitent les plus courageux des gobies à entrer dans leur gueule pour nettoyer leurs branchies. La nuit va tomber. C'est le moment pour les pointes blanches de s'éloigner des récifs pour rejoindre la grande ronde des requins autour de l'île. Les grands prédateurs s'apprêtent à une nuit de chasse dans l'obscurité des profondeurs. À leur suite, un chasseur d'une autre sorte s'enfonce dans la nuit. Un chasseur d'images. Passons de l'autre côté de la caméra pour faire connaissance avec Howard Hall. L'île de Coco était la dernière escale d'un long voyage. Pendant 2 ans, Howard Hall et son équipe ont sillonné les océans pour dénicher les secrets de ce fabuleux royaume des mers et en rapporter des images. Il y a eu beaucoup d'aventures, beaucoup d'autres découvertes et des milliers d'heures de plongée. Mais revenons à la case départ. Une crique abritée dans une des petites îles au large de la Californie. Comme tous les matins, Howard Hall et Bob Cranston enfilent leur tenue de travail. Seront aussi de plongée l'assistant caméraman Mark Conlin et la productrice Michelle Hall. Howard et Bob portent sur le dos l'équipement de plongée de l'avenir. Des appareils recycleurs d'air qui permettent de rester sous l'eau jusqu'à 12 heures de suite. Caméra, trépied, projecteur, les outils de travail des cinéastes peuvent paraître très encombrants. Heureusement, dans l'eau, ils ne pèsent presque rien. L'équipe se dirige vers un petit rocher isolé à une vingtaine de mètres sous la surface, où elle va tout installer pour une journée de travail. À cette profondeur, on perçoit encore la lumière du soleil, mais les couleurs chaudes du spectre lumineux ont disparu, absorbées par l'eau qui agit comme un filtre. Pour raviver les couleurs mortes, les cinéastes doivent utiliser une source d'éclairage artificiel. La vedette de la séquence du jour est un clinidé. Ce petit poisson a un ennemi, son voisin d'en face. 2 clinidés mâles pour un rocher, ça fait un poisson de trop. Howard prévoit de la bagarre. Il espère pouvoir filmer l'échauffourée. Avec les stars, le problème est toujours le même. Elles aiment se faire désirer. Pendant plusieurs jours, il ne va rien se passer. Et puis, un matin,
les cinéastes recevront enfin la récompense de leur patience. Pour réussir à capturer de telles séquences, il faut être là au bon moment. Donc, le mieux, c'est d'être là tout le temps. D'où l'importance de l'équipement de plongée. Seule une fraction de l'oxygène disponible dans chaque bouffée d'air est consommée par les poumons. Avec les traditionnelles bouteilles d'air comprimées, le reste de cet oxygène s'échappe en bulles à l'expiration. Avec un recycleur, pas de gâchis. L'air expiré est conservé, des filtres chimiques absorbent le gaz carbonique et cet air purifié est de nouveau inspiré. Normalement, une plongée à 20 mètres dure une quarantaine de minutes. Grâce au recycleur, nous pouvons rester sous l'eau 4 heures ou plus. Et on n'a pas besoin d'attendre entre les plongées. On peut remonter, avaler un sandwich et redescendre aussitôt. L'ennui, c'est qu'avant, on utilisait les délais de décompression pour se reposer, lire un journal. Maintenant qu'on a les moyens techniques de travailler toute la journée, on n'a plus d'excuses pour faire des pauses. Dans la mer de Cortez, Howard et Bob vont utiliser des recycleurs pour filmer les rassemblements de requins-marteaux. D'ordinaire, ces requins s'enfuient à l'approche des plongeurs qu'ils repèrent de loin grâce au bruit des bulles. Les recycleurs, fonctionnant en circuit fermé, ne produisent pas de bulles. Howard espère ainsi éviter toute détection et découvrir la raison de ces rassemblements, une des énigmes du monde sous-marin. Dissimulés dans les récifs à une quarantaine de mètres de profondeur, les plongeurs n'ont pas à attendre longtemps. Les requins défilent par centaines, tout près des cinéastes, sans paraître remarquer leur présence. Les deux espions osent alors s'infiltrer au milieu des rangs serrés de cette armée de squales. Là, une surprise les attend. Je me suis retourné et j'ai vu deux requins qui tombaient à la verticale juste au-dessus de Bob. Ils tombaient à toute vitesse. Un requin de 3,50 m, c'est lourd. Et j'ai cru un instant qu'ils allaient atterrir sur la tête de Bob. C'est un accouplement, filmé pour la première fois. Les dauphins sont beaucoup mieux connus. Difficile de filmer avec eux quelque chose d'inédit, mais à force de les suivre partout, on peut observer des comportements qui sortent de l'ordinaire. Aux Bahamas, l'équipe filme des dauphins à long nez chassant les petits poissons enfouis dans le sable. Les dauphins repèrent d'abord leur proie grâce à l'écholocation et ils les déterrent en soufflant puissamment. Les plongeurs auront même la chance de voir une mère enseigner cette technique à son petit. Elle avait l'air de lui montrer comment s'y prendre. Elle creusait un peu avec son nez et soufflait pour débusquer le poisson.
Le bébé était à ses côtés, qui regardait. C'était formidable à observer. On pouvait même voir clairement le poisson que le dauphin tenait dans son bec et comment il l'avalait en s'éloignant. Pendant toute la durée du tournage, Howard et son équipe étaient obsédés par une seule idée: capturer des images rares. Au large de la Californie, ils vont avoir la chance de surprendre une baleine grise en plein repas. Elle aussi se nourrit de petits animaux cachés dans le sable. Mais à la différence des dauphins, elle pratique une sorte de pêche au chalut. Couchée sur le flanc, elle aspire pêle-mêle sable, vases, eau et crustacés, qu'elle filtre ensuite, rejetant l'eau et les particules de sable et ne retenant derrière ses fanons que les crustacés. Bob veut aussi quelques photos en gros plan. Pour filmer la totalité de la scène, Howard est obligé de garder un peu de recul. La baleine grise répétera son manège plusieurs fois, indifférente aux plongeurs. Et maintenant, la côte de Patagonie en Argentine. Un long rivage ouvert sur l'océan Atlantique. Howard et Bob scrutent les vagues. Ils espèrent trouver ici des baleines d'une autre espèce. Des baleines franches des mers australes. La rencontre qui va avoir lieu laissera au cinéaste un souvenir inoubliable. Howard part le premier, bientôt suivi par Bob et un troisième caméraman, Marty Sniderman. Tenter de poursuivre une baleine à la nage serait utopique. Seul espoir des plongeurs que l'animal se montre curieux et s'approche de lui-même. Cette jeune baleine est apparemment tellement captivée par les plongeurs qu'elle les suit partout. Elle se laisse même caresser, semblant particulièrement intéressée quand un des hommes grenouilles vient la chatouiller au-dessus des yeux. Je l'ai regardé au fond des yeux, ou plutôt de l'œil. Un œil tout entouré de petits parasites. Elle m'a rendu mon regard, un regard plein d'intelligence. Et le courant est passé entre nous. Cet animal est forcément intelligent, ça se voit tout de suite. Fatigue, courbature, la température glaciale de l'eau,
En un instant, tout est oublié. C'est pas un boulot facile. L'eau est glacée, le vent souffle du pôle, on gèle sur place. Mais c'est si exaltant qu'on adore ça. Les eaux chaudes des Caraïbes sont des lieux de plongée plus accueillants. Ici aussi, l'équipe a rencontré des baleines. Des baleines à bosse cette fois. Howard est descendu jusqu'à 30 mètres pour filmer à contre-jour ces vastes navires qui viennent frôler les récifs. Entre les murs de corail, l'espace est si étroit que Bob doit s'effacer pour laisser avancer les géantes. L'une d'elles passe tout près. Sa nageoire déployée manque effleurer la caméra d'Howard. Michelle est restée à la surface, mais elle ne perd rien du spectacle. L'eau était claire, bleue et chaude. Ces énormes animaux nageaient autour de moi. Je pouvais voir Howard et Bob en bas qui avaient l'air de faire de bonnes prises. Et puis une troisième baleine est arrivée. Tout ça était merveilleux. Des géants des mers, il en existe de toutes sortes. Et aussi parmi les méduses. L'équipe n'avait jamais vu auparavant cette variété de méduses. Ils ne connaissaient pas non plus les passagers qu'elles transportent. On a envoyé nos images à des spécialistes des méduses qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça, qu'ils avaient vérifié dans tous leurs livres et qu'on avait sans doute découvert une espèce jusqu'alors inconnue. De temps en temps, par chance, on devient des découvreurs et c'est ce qui me plaît le plus. Inconnu également ce petit crabe blanc, passager de la méduse dans son voyage au long cours. Plus qu'aux animaux voyageurs, Howard s'intéresse aux sédentaires, à la faune cachée dans les forêts d'algues ou dans les récifs coralliens, aux petits animaux qui défendent leur chez eux, à ceux qui contre-attaquent, à ceux qui se regroupent et à ceux qui se camouflent. Le fond des mers offre une réserve inépuisable de sujets.
Sous l'eau, on ne peut se fier aux apparences. Les créatures les plus monstrueuses peuvent être en réalité des agneaux déguisés en loups. Michel sait les reconnaître et n'hésite pas à les câliner. Il y avait Jojo le Mérou de Cousteau. Michel aura désormais son Coco le Blénilou. En plus d'être productrice, Michel est photographe. Mais comme le tournage passait toujours en premier, elle devait attendre son tour, ce qui lui posait quelques problèmes d'organisation. Je ne sais pas pourquoi je prépare mon matériel aussi méticuleusement, vu que je suis invariablement la dernière à pouvoir approcher les animaux. Je me mets à l'eau, je reste à la surface et j'attends qu'ils aient fini de filmer. Quand ils ont enfin terminé, c'est mon tour de prendre des photos, mais ils ont tellement remué le fond que l'eau est toute trouble. J'attends que la vase retombe, et puis je regarde mon manomètre. Ça y est, je n'ai plus d'air, il faut que je remonte. Michel est quand même arrivé à prendre quelques photos de temps en temps. Pour obtenir le cliché, il faut savoir vivre dangereusement. Affronter une ronde de requins de récif n'est pas rassurant, mais ce n'est pas si dangereux à condition de ne pas être seul. Dans ce genre de situation, Howard et Bob ne sont jamais loin, toujours prêts à intervenir. Cette épave repose par 40 mètres de fond sous la houle de l'Atlantique. Howard et Bob sont ici pour filmer une autre sorte de requin, les requins de sable. Tout en s'occupant du câble du projecteur, Bob doit garder un œil à la fois sur Howard et sur les requins autour d'eux. Mâchoire de carnassier, œil féroce, ces requins sortent tout droit de nos cauchemars. Les plongeurs sont vigilants, mais ils n'ont pas peur. Ils savent décoder le comportement des requins et sauront battre en retraite s'ils deviennent menaçants. Tant qu'ils ne se montrent pas agressifs, tout va bien. D'ailleurs, Bob se risque même à en caresser un. Curieusement, les petits poissons de l'épave n'ont pas non plus peur des requins. Au contraire, ils se pressent autour d'eux. En fait, ils trouvent dans ce voisinage une sorte de périmètre de sécurité, où les poissons plus grands ne peuvent les attaquer sans se mettre eux-mêmes à la merci des requins. D'habitude, il faut beaucoup de patience pour réussir à filmer ce qu'on veut. Mais il arrive aussi que les choses se passent facilement. Pendant 4 jours, Howard a pris 1000 précautions pour approcher cette tortue sans l'effrayer. Le 5e jour, il s'est aperçu qu'en réalité, elle n'avait pas du tout peur de lui. Elle a été séduite par ma cellule photo. Au lieu de s'enfuir, elle a foncé droit sur ma caméra pour essayer de manger la cellule.
Ça a tout changé. Je pouvais la tirer où je voulais. Dès que je tournais ma caméra vers elle, elle se précipitait pour grignoter la cellule. Quand elle se rendait compte que ce n'était pas comestible, elle cherchait de quoi manger dans les environs. Ça nous a permis de tourner des scènes géniales. En 2 ans de tournage, Howard n'a pas toujours eu de la chance. Il y a eu, c'est normal, des petits incidents. Jamais rien de grave. La caméra qui flanche à un moment crucial, un animal qui pirouette quand on ne s'y attend pas. Les choses ne peuvent pas toujours se passer comme prévu. Les gens voient surtout le côté pénible de mon boulot. Ils voient que je travaille de longues heures, que je dois passer beaucoup de temps sous l'eau, que je dois avoir froid et que ça doit être dangereux. C'est pas faux, mais c'est quand même le meilleur métier possible. Je ne connais personne qui s'éclate autant que moi et je n'échangerai pas ma place avec qui que ce soit. En attendant les maisons sous la mer, en attendant l'éventuelle mutation qui fera de nous des êtres amphibies, Howard explore pour nous ce monde inaccessible. Et ces images qu'il nous rapporte sont de précieux témoignages, peut-être les archives de ce que fut l'océan. Qui sait en effet ce qui restera du monde sous-marin, tel que nous le voyons aujourd'hui, si un jour nous construisons réellement des villes sous la mer.